Bienvenue sur Éveil africain. Aujourd'hui, nous vous emmenons au cœur du pouvoir mondial, là où un jeune président africain a osé défier les conventions et a laissé une empreinte indélébile. Restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir comment une seule voix peut ébranler les fondations des alliances internationales. Que arrive-t-il lorsqu'un président africain de 35 ans entre dans une salle remplie des dirigeants les plus puissants du monde et refuse de jouer selon leurs règles? Quand tout le monde s'attend à le voir supplier, mais qu'il arrive avec une proposition capable de transformer un continent entier? L'histoire d'aujourd'hui se déroule dans les couloirs étincelants du pouvoir à Riyad, là où les milliardaires décident du sort des nations autour d'un café, et où le refus d'un homme de s'incliner a tout bouleversé. Ce n'est pas seulement une question d'argent ou de politique. C'est une question de dignité, de respect et de ce qui se passe quand quelqu'un ose réécrire le scénario que tout le monde lui impose. À la fin de cette histoire, tu comprendras pourquoi une seule conversation en Arabie Saoudite a provoqué une onde de choc sur 3 continents et a transformé un pays pauvre en un partenaire égal. Le sol en marbre du centre de conférence Roi Abdulaziz brillait comme un miroir sous la lumière du matin. À l'extérieur, l'horizon de Riyad s'étirait à perte de vue, ses tours de verre dressées vers le ciel monument à l'ambition et à l'argent du pétrole. À l'intérieur, l'atmosphère était chargée d'anticipation et d'une tension subtile propre au rassemblement des puissants de ce monde. Nous étions le 15 mars, et le sommet annuel d'investissement du prince héritier saoudien allait commencer. Ce n'était pas une réunion d'affaires ordinaire. Ici, des fortunes pouvaient naître ou disparaître par une simple poignée de main, et des économies entières changer de cap à cause d'un seul hochement de tête. Sur la liste des invités, des milliardaires de la tech californienne, des géants du pétrole texan, des industriels allemands et des chefs d'État dont les signatures déplacent des montagnes. À exactement 9 heures, le prince héritier Mohammed Ben Salman entra dans la grande salle. À 38 ans, il avait déjà redessiné l'économie saoudienne, lancé des méga-projets futuristes valant des centaines de milliards et positionné son royaume comme un pont entre l'Orient et l'Occident. Son plan Vision 2030 ne transformait pas seulement l'Arabie Saoudite, mais aussi tout le Moyen-Orient. Aujourd'hui, il allait décider quelles alliances méritaient l'investissement colossal de son royaume. Les délégués arrivaient depuis l'aube. Les jets privés s'alignaient sur le tarmac de l'aéroport King Khaled comme des voitures de luxe dans un showroom. Chaque visiteur venait avec ses propositions, ses PowerPoint, ses promesses. Énergie verte, intelligence artificielle, exploration spatiale, villes intelligentes. Tous voulaient leur part du fonds d'investissement public saoudien de 2000 milliards de dollars. Parmi les invités attendus, une surprise fit froncer les sourcils, Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso. La rumeur se répandit, Burkina Faso? Ce petit pays enclavé d'Afrique de l'Ouest? Sa présence dans un sommet d'élites économiques paraissait presque absurde. Le pays affichait un PIB inférieur à 15 milliards de dollars moins que ce que certains participants dépensaient en acquisition le week-end. Ses infrastructures étaient vieillissantes, ses ressources limitées, son influence internationale quasi inexistante. Que fait-il ici? Murmura la délégation allemande. Que peut-il offrir à l'Arabie Saoudite? La réponse à cette question allait bouleverser les règles du jeu. Tout au long de la matinée, les présentations se succédaient, impeccables mais prévisibles, diapositives brillantes, statistiques impressionnantes, costumes à plusieurs milliers de dollars. Le prince héritier écoutait poliment, posait quelques questions stratégiques, promettait d'étudier les propositions. Ambiance professionnelle, mais glaciale. Les affaires sont les affaires. Puis vint la pause déjeuner. Les délégués se regroupaient, échangeant cartes de visite et banalités. Les officiels saoudiens jouaient les hôtes parfaits, tout en gardant la distance protocolaire du pouvoir. C'est alors qu'Ibrahim Traoré fit son entrée. À 35 ans, plus jeune que la plupart des PDG présents, il imposait pourtant une assurance tranquille. Pas de costume cravate occidental. Il portait l'uniforme traditionnel de l'armée de son pays, pas pour la forme, mais comme affirmation de son identité et de sa fierté. Ni tissu luxueux, ni coupe parfaite. Mais sa présence commandait naturellement le respect. Il ne se précipita pas vers les personnalités influentes, ne distribua pas de cartes de visite à la volée. Il observait, silencieux, attendant son moment. L'après-midi avançait. Les délégués fatigués pensaient déjà au dîner. Le prince héritier écoutait distraitement. Beaucoup pianotaient sur leur téléphone. Puis le modérateur annonça. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir le président Ibrahim Traoré du Burkina Faso.
Les applaudissements furent polis, tièdes. Pour beaucoup, ce passage n'était qu'un geste symbolique, un quota d'inclusion africaine. Même le prince héritier se redressa avec l'air résigné de celui qui s'apprête à endurer un discours formel. Mais dès que Traoré prit la parole, tout changea. Il n'avait ni ordinateur, ni télécommande, ni dossier de présentation. Pas de slide. Juste sa voix. Il balaya la salle du regard. Le silence s'installa point. Votre Altesse royale, distingué délégué, j'ai une question pour vous. Lorsque vous fermez les yeux et imaginez l'avenir, que voyez-vous? Pas de remerciement pour l'invitation. Pas de flatterie sur l'hospitalité saoudienne. Pas de statistiques sur le Burkina Faso. Des bâtiments plus hauts? Des machines plus efficaces? Ou des êtres humains marchant plus droits, rêvant plus grand? Le prince héritier fronça légèrement les sourcils. Ce n'était pas un discours ordinaire. Depuis 6 heures, j'écoute des esprits brillants parler de parts de marché, de rendement, de marge. Mais très peu ont mentionné ce qui crée véritablement la richesse, le potentiel humain. Un frisson parcourut la salle. Votre Altesse, vous avez investi dans la Silicon Valley, dans l'industrie européenne, dans la technologie asiatique. Mais quand avez-vous investi pour la dernière fois dans la fin brute de réussir? Puis il sortit une vieille photo de sa veste. Les premiers rangs se penchèrent. Ce garçon s'appelle Moussa. Il a 10 ans. Jusqu'à récemment, il n'avait jamais vu la lumière électrique. Pas de réseau, pas de générateur. Quand le soleil se couchait, leur monde s'éteignait. Il y a 3 mois, nous avons installé un panneau solaire communautaire dans son village. Sans aide extérieure. Grâce à nos propres réformes agricoles et minières. Et quand la lumière s'est allumée chez Moussa, il n'a pas dansé. Il a regardé son père et dit, « Maintenant, on peut étudier après le coucher du soleil. Maintenant, on peut construire. » Le silence était total. Le prince héritier avait posé sa tablette. Je ne suis pas venu demander de l'aide. Je suis venu proposer un partenariat. Un vrai. Entre les nations qui ont du capital, et celles qui ont la faim. Puis il s'adressa directement au prince héritier. Vous avez parlé de diversification. Mais peut-être que la vraie opportunité n'est pas de remplacer le pétrole par la technologie, mais de remplacer les transactions par des transformations. Un choc dans la salle. Ce ton, cette audace, personne ne parlait ainsi à Mohammed Ben Salman. L'Afrique ne demande pas la charité. Elle propose un partenariat. 54 pays. Plus d'1 milliard d'habitants. La population la plus jeune et la plus dynamique de la planète. Il sortit une tablette et projeta une carte. Voici le corridor transsahélien. 8000 km de routes, de lignes électriques et de télécoms, reliant Dakar à Djibouti. Le plus grand projet d'infrastructure de notre histoire. Conçu par des Africains. Et pour conclure, coût total, 800 millions de dollars. Moins que ce que vous dépensez pour un seul complexe hôtelier. Mais l'impact? Inimaginable. La salle était électrisée par l'attention. Ce n'était plus la polytolérance accordée à la présentation d'un petit pays. Il s'agissait désormais d'une proposition politique sérieuse, aux implications stratégiques bien réelles. Mais c'est alors que Traoré fit quelque chose de totalement inattendu, il ferma sa tablette, s'éloigna du micro, et commença à parler sans aucun support technologique. Cependant, dit-il, sa voix portant clairement dans le silence soudain de la salle, je dois être totalement honnête avec vous. Je ne suis pas venu ici principalement pour solliciter votre investissement. Un murmure de confusion parcourut l'auditoire. L'expression du prince héritier Ben Salman se fit plus attentive. Je suis venu vous offrir quelque chose de bien plus précieux qu'une opportunité commerciale. Traoré poursuivit, je suis venu vous offrir une place dans l'histoire. Non pas comme un royaume devenu riche grâce au pétrole, mais comme un royaume ayant aidé d'autres nations à s'enrichir grâce à leurs propres ressources. Non pas comme un pays achetant de l'influence, mais comme un pays construisant l'influence par le partenariat et le respect. Il marqua une pause, laissant le temps à cette distinction de s'imprégner. Le corridor Trans-Sahel sera construit avec ou sans la participation de l'Arabie Saoudite. Mon pays et nos voisins se sont déjà engagés à le réaliser. Nous avons des partenaires chinois intéressés, des investisseurs européens qui se renseignent, et des entreprises américaines qui étudient sa faisabilité. Nous ne cherchons pas un sauvetage,
nous cherchons un partenariat. L'audace de cette déclaration était stupéfiante. Voici un représentant de l'un des pays les plus pauvres du monde, qui disait à l'un des plus riches que sa participation était la bienvenue, mais pas indispensable. Mais pas indispensable. IBUE a transformé un continent entier. Imaginez des entreprises saoudiennes non seulement présentes en Afrique, mais se développant avec l'Afrique. Imaginez des étudiants saoudiens étudiant dans des universités africaines construites grâce à l'investissement saoudien. Imaginez des étudiants africains menant des recherches dans des laboratoires saoudiens, rendus possibles par les minéraux africains. La vision qu'il dessinait était vaste, ambitieuse, et rompait complètement avec la relation traditionnelle donneur-bénéficiaire qui caractérise habituellement les partenariats Nord-Sud. C'est pour Selmet Trowe continua, si l'Arabie Saoudite choisit de rejoindre ce projet, vous n'investirez pas seulement dans des infrastructures. Vous investirez dans l'avenir de la coopération Sud-Sud. Vous montrerez que la richesse est la plus puissante lorsqu'elle crée plus de richesse, et non lorsqu'elle se contente de s'accumuler. Il recommença à marcher vers la table du prince héritier, mais cette fois, son approche ressemblait moins à une présentation qu'à une conversation entre égaux. Votre Altesse, vous avez parlé de la vision 2030 et de la transformation de l'Arabie Saoudite en un carrefour mondial. Mais imaginez la vision 2050, l'Arabie Saoudite comme la nation qui a contrat que je n'ai pas préparé de présentation PowerPoint, dit Trowe. C'est pour cela que je ne suis pas venu avec une délégation de consultants et de projections financières. C'est pour cela que je suis venu seul, en m'adressant à vous d'égal à égal, pour proposer un partenariat entre pairs. Il s'arrêta juste devant le prince héritier, assez proche pour un échange privé, mais parlant assez fort pour que toute la salle entende. Votre Altesse, je pense que la plus grande réussite de l'Arabie Saoudite ne sera pas le plus haut gratte-ciel, ni le train le plus rapide, ni l'intelligence artificielle la plus avancée. Votre plus grande réussite sera de prouver que le vrai pouvoir réside non pas dans la domination des marchés, mais dans leur création, non pas dans le contrôle des ressources, mais dans leur développement, non pas dans l'achat de la loyauté, mais dans le gain du respect. La salle était absolument silencieuse. C'était soit la présentation diplomatique la plus impressionnante que l'on ait jamais vue, soit le suicide professionnel le plus spectaculaire des relations internationales contemporaines. Le prince héritier Ben Salman resta immobile pendant de longues secondes, son expression indéchiffrable. La tension était palpable. Chaque délégué dans la salle comprenait qu'il assistait à un moment charnière, qui pouvait soit lancer un partenariat révolutionnaire, soit se solder par une humiliation diplomatique. Enfin, le prince héritier parla. Sa voix était calme mais portait clairement dans la salle silencieuse. Président Trowe, dit-il, au cours des 5 dernières années, j'ai entendu des milliers de propositions d'investissement. On m'a présenté d'innombrables opportunités, projets et partenariats. La plupart étaient centrés sur ce que l'Arabie Saoudite pouvait offrir, notre capital, nos marchés, notre position stratégique, notre influence. Il fit une pause, les yeux fixés sur Trowe. Vous êtes la première personne à vous concentrer sur ce que l'Arabie Saoudite pourrait devenir. Le prince se leva lentement, attirant l'attention de toute la salle. Lorsqu'il se tint debout de toute sa hauteur, il poursuivit, s'adressant non seulement à Trowe, mais à toute l'assemblée. Mesdames et messieurs, ce que nous venons de voir incarne précisément le type de pensée qui définira le prochain siècle de développement mondial. Le président Trowe ne nous a pas demandé de résoudre les problèmes de l'Afrique. Il nous a invités à participer aux solutions africaines. Il contourna sa table et se rapprocha de l'endroit où se tenait Trowe. C'est exactement le type de partenariat que la vision 2030 visait à créer, des relations fondées sur le bénéfice mutuel, la croissance partagée, et le respect des contributions de chaque partenaire. Le prince héritier s'arrêta face à Trowe. Leur conversation devenait personnelle plutôt que publique, bien que tous dans la salle tendaient l'oreille. Monsieur le Président, dit-il, votre corridor d'infrastructures Trans-Sahel représente exactement le genre d'investissement transformationnel que l'Arabie Saoudite souhaite soutenir, non parce que nous voyons l'Afrique comme un cas de charité, mais parce que nous voyons l'Afrique comme un partenaire dans la construction de l'avenir économique mondial. Il se tourna vers l'Assemblée, le fonds d'investissement public saoudien s'engagera à hauteur de 500 millions de dollars pour la première phase du corridor Trans-Sahel, avec des engagements supplémentaires conditionnés par les étapes du projet et la participation des nations partenaires. L'annonce provoqua une onde de choc dans la salle. Plusieurs délégués laissèrent échapper des exclamations. Ce n'était pas seulement un engagement financier significatif.
C'était un changement fondamental dans la manière dont l'Arabie saoudite abordait ses partenariats avec l'Afrique. Mais le prince héritier n'avait pas terminé. De plus, poursuivit-il, l'Arabie saoudite établira un bureau permanent de partenariat africain à Riyad, spécifiquement dédié à l'identification et au développement d'opportunités de coopération sud-sud. Président Traoré, j'aimerais vous inviter à présider le conseil consultatif de cette nouvelle initiative. L'offre était sans précédent. Les dirigeants africains étaient habituellement invités en Arabie saoudite comme solliciteurs ou pour des cérémonies, rarement comme partenaires stratégiques dans la conception de la politique saoudienne. Traoré accepta d'un simple hochement de tête, mais ses yeux révélaient l'ampleur de ce qui venait de se passer. Ce n'était pas simplement une question d'argent ou d'infrastructure. Il s'agissait de dignité, de respect, et de la reconnaissance que le partenariat pouvait être plus puissant que le mécénat. Votre Altesse, répondit Traoré, ce partenariat sera retenu comme le moment où le Sud global a véritablement commencé à coopérer plutôt qu'à se concurrencer. Quand la richesse est devenue un outil de création plutôt que d'accumulation. Le prince héritier sourit, la première expression sincère de satisfaction de la journée. Monsieur le Président, je pense que vous avez entièrement raison et que ce partenariat bénéficiera bien plus à nos deux nations que ce que nous pouvons imaginer aujourd'hui. La session officielle se conclut par des applaudissements polis, mais l'énergie réelle se trouvait dans les conversations privées qui suivirent. Des délégués d'autres nations africaines se précipitèrent vers Traoré, désireux de comprendre comment leur pays pourrait participer à ce nouveau cadre. Les représentants européens et américains commencèrent à calculer l'impact que ce partenariat saoudo-africain pourrait avoir sur leurs propres relations continentales. Mais le développement le plus significatif eut lieu loin des caméras et des micros. Alors que les délégués quittaient la salle de conférence, le prince héritier Ben Salman s'approcha de Traoré pour un échange privé. Monsieur le Président, dit-il à voix basse, votre présentation aujourd'hui n'était pas seulement impressionnante, elle était nécessaire. L'Arabie saoudite cherche depuis longtemps des partenariats authentiques plutôt que des relations transactionnelles. Vous nous avez montré à quoi cela ressemble concrètement. Traoré hocha la tête avec gratitude. Votre Altesse, le Burkina Faso a appris que la dignité vaut plus que la charité, et que le partenariat est plus puissant que le mécénat. Aujourd'hui a prouvé que ces principes peuvent fonctionner dans la pratique, pas seulement dans la théorie. Le prince héritier lui tendit la main pour une poignée de main qui ressemblait moins à un protocole diplomatique qu'à la naissance d'une véritable alliance. Monsieur le Président, je crois que c'est le début de quelque chose de transformationnel pour nos deux régions. La suite du texte peut également être traduite si vous le souhaitez. Souhaitez-vous que je continue ?